Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France Info. Bienvenue dans votre 23h. Nous sommes ensemble jusque minuit. Voici les titres de cette édition. Au Niger, les putschistes toujours bien décidés à conserver le pouvoir alors que l'ultimatum touche à sa fin ce soir avant une possible intervention militaire. Alors que va-t-il se passer maintenant? Un conflit armé est-il possible dans la région? Nous en parlerons très largement dès le début de ce journal, notamment avec notre invité Seydik Abba, journaliste et écrivain nigérien, spécialiste du Sahel. Nous reviendrons également sur ce dramatique accident de manège la nuit dernière au Cap d'Agde. Un adolescent de 17 ans est décédé, une jeune fille est polytraumatisée. 4 personnes ont été placées en garde à vue. Nous ferons le point sur les contrôles en matière de sécurité dans les parcs d'attractions. Et puis ce devait être une épreuve test en vue des Jeux Olympiques de l'année prochaine. La course de natation en eau libre prévue aujourd'hui dans la Seine a finalement été annulée. Le fleuve parisien était trop pollué. Au Niger, les putschistes ont donc jusque ce soir minuit pour rétablir l'ordre constitutionnel et le président déchu Mohamed Bazoum. Dans le cas contraire, ils sont sous la menace d'une opération militaire. Mais pour le moment, les généraux ne montrent aucune volonté de céder leur place. On fait le point avec Yann Efeli. Le plus grand stade du Niger résonne pour une démonstration de force. Au micro, les putschistes galvanisent la foule. 30 000 partisans venus soutenir la junte qui a pris le pouvoir. L'ultimatum lancé par la communauté des États d'Afrique de l'Ouest prend fin ce soir à minuit. Il menace d'une opération militaire si la junte ne rétablit pas le président démocratiquement élu. La CEDEAO aura-t-elle les moyens de mettre sa menace à exécution? Ses membres sont partagés, mais certains sont déterminés selon cet expert. Il y a une vraie volonté de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest d'intervenir. En particulier parce qu'à sa tête, vous avez le puissant Nigeria. Et le président du Nigeria est en même temps le président de cette CEDEAO. Et lui, il a déjà eu des mots extrêmement durs vis-à-vis des putschistes de la région. Autre interrogation, que feront les 1500 militaires français toujours en poste au Niger? Une partie de la population les soutient aux putschistes, chante leur hostilité à la France, drapeau russe à la main. On voit mal l'armée française aujourd'hui qui est sommée de se retirer, être un soutien logistique puissant d'une intervention de la CEDEAO. Pour les putschistes, ça serait un petit peu du pain béni. Dans certains quartiers de Niamey, les rues étaient désertes une partie de la journée. L'incertitude domine. Et pour évoquer cette actualité, un invité dans ce journal, Seydik Abba, journaliste nigérien spécialiste du Sahel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes également écrivain, auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous. Nous venons de découvrir dans le reportage ces 30 000 personnes réunies dans un stade aujourd'hui pour soutenir les putschistes. Les putschistes qui cherchent évidemment à asseoir leur légitimité. On parle d'une démonstration de force, est-ce vraiment le cas ? Oui, on peut le dire. Je crois que les militaires auteurs du coup d'État ont eu la volonté de montrer qu'ils ont au moins le soutien d'une partie de la population, surtout à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum qui leur a été adressé par la CEDEAO. Il était important pour eux de montrer qu'ils ne sont pas seuls et que le peuple est derrière eux. Mais alors justement, est-ce que tout le peuple nigérien est derrière eux? On a vu les manifestations à Niamey, qu'en est-il dans le reste du pays? Non, dans le reste du pays, il n'y a pas eu de manifestation. Et à mon avis, le fait que le stade de Niamey, le plus grand stade du pays, avec une capacité de 30 000 personnes ait pu être rempli n'est pas un indicateur suffisant de la popularité des militaires auteurs du coup d'État. On peut mobiliser les gens, il faut savoir s'ils ont été mobilisés spontanément. Et il y a aussi à voir que dans la composition de la foule présente, il y a des partisans du putsch, mais il y a des adversaires de l'intervention militaire. Certains ne sont pas forcément acquis aux militaires auteurs du coup d'État, mais ils sont farouchement contre l'intervention militaire parce qu'ils considèrent qu'il est plus important de défendre la souveraineté nationale que
de défendre le retour au pouvoir du régime qui a été renversé le 26 juillet. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs colères qui s'expriment aujourd'hui au Niger? Absolument, il y en a au moins 3. Il y a une colère contre d'abord, il y a la colère contre la décision de la CEDEAO d'infliger des sanctions, de menacer le pays du putsch. Ça, c'est les partisans de la souveraineté. Il y a aussi des gens qui sont là pour protester contre ce qu'ils considèrent comme des ingérences répétées de la France et de sa présence sur le territoire national. Et ce sont l'ensemble de ces colères qui s'agrègent pour donner ce qu'on voit comme démonstration de soutien aux militaires auteurs du coup d'État. Alors l'ultimatum fixé par la CEDEAO arrive à échéance ce soir à minuit. Que peut-il se passer maintenant? Très honnêtement, il n'y aura pas, contrairement à une idée répandue, un déclenchement à minuit d'une intervention militaire de la CEDEAO. Parce que simplement, le plan qui a été conçu mercredi, jeudi et vendredi dernier à Abuja par les chefs d'état-major prévoyait le Nigeria comme fer de lance de cette intervention militaire de la CEDEAO. Or, on sait que le Sénat du Nigeria a retoqué, a refusé au président Tinubu l'autorisation d'engager des troupes. Donc, il va falloir reconsidérer ce plan et en attendant, des discussions pourraient s'ouvrir. Il est important de rappeler que lors des discussions qu'il y a eu à Niamey entre la délégation de la CEDEAO conduite par l'ancien président du Nigeria, Abubakar Abdou-Salami, et les militaires auteurs du coup d'État, ils s'étaient séparés sur la possibilité d'avoir un second round de discussion. Et à mon avis, les discussions vont se poursuivre, étant entendu que, en raison des risques qu'elle présente, la solution militaire est l'ultime solution. Elle ne sera envisagée que lorsque toute autre solution aura été épuisée. Seydi Kaba, restez avec nous. Je vous propose justement d'aller plus loin sur cette possibilité d'un conflit armé. De quelle force militaire parle-t-on exactement? On va voir ça avec vous, Julien Gall. Julien, expliquez-nous comment chaque camp compte peser militairement. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est une alliance économique, mais qu'elle dispose d'une force militaire d'intervention qui s'appelle les COMOG, qui sont également appelés les casques blancs. Alors qui pourrait prendre le commandement d'une opération militaire au Niger? Principalement le Nigeria, c'est le pays qui a le plus de troupes, mais votre invité le disait, il y a une opposition dans le pays, puisque le président Bola Tinubu est pour cette intervention, alors que les sénateurs sont contre. Il y a également le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal qui se sont portés volontaires pour une intervention. Combien d'hommes pourraient être envoyés par la CEDEAO? C'est à prendre au conditionnel, les chiffres que je vais vous donner, mais 50 000 hommes pourraient être envoyés par la CEDEAO. De l'autre côté, l'armée nigérienne compte 30 000 hommes prêts à défendre leur pays. Alors quels sont les soutiens et les opposants à une telle intervention? Alors, du côté des opposants, il y a le Mali et le Burkina Faso, deux pays dirigés par des juntes militaires et qui ont fait savoir qu'ils considéreraient comme une déclaration de guerre toute attaque contre le Niger. Et puis, côté soutien, il a été question d'une aide militaire apportée par le Tchad, mais elle n'est plus à l'ordre du jour. Et puis enfin, la question d'une aide éventuelle de la France à une intervention militaire. Sur ce point, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a été très claire au micro de France Info et elle a déclaré « Nous n'en sommes pas là ». Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces précisions. Seydi Kaba, on vous retrouve. Vous êtes journaliste nigérien, spécialiste du Sahel. On voit que la CEDEAO avance en nombre finalement un peu dispersé sur ce dossier, que l'opération militaire ne fait pas l'unanimité. Est-ce qu'il y a un risque qu'avec cette crise, la communauté soit fragilisée ? Oui, la communauté ne peut que sortir fragilisée, d'autant que elle n'a pas réussi à prendre la main sur ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, qui ont été le théâtre de coups d'État militaires aussi. Là, elle joue forcément sa crédibilité. Et il est important de compléter la présentation qui vient d'être faite en rappelant que le Niger est frontalier de 7 pays. Et parmi les 7 pays, il n'y a que 2 qui sont favorables à cette intervention, c'est le Nigeria et le Bénin. Et lorsqu'on s'aperçoit que le Sénat nigérien a rejeté, donc il y a aujourd'hui
que le Bénin, qui est favorable à cette intervention et d'où peut être engagée l'opération militaire. Or, le Niger est un pays continental qui n'a pas de façade maritime. Il n'est pas possible de prépositionner des navires de guerre pour lancer cette opération. On ne peut la mener qu'à partir des moyens terrestres et aéroportés. Donc, ça résume toute la complexité de cette opération. Et si la CEDEAO ne réussit pas cette opération, c'est clair que le peu de crédibilité qui lui reste encore, après son impopularité, suite aux sanctions imposées sur le Mali sans avoir pu réussir à faire fléchir la junte, c'est clair que sa crédibilité serait sérieusement entamée et beaucoup s'interrogent si elle pourrait même se remettre de cette crise nigérienne. On va partir pour Niamey, prendre un peu le pouls de l'ambiance sur place et on rejoint la correspondante de TV5 Monde au Niger, Anne-Fleur Lespio. Ici, eh bien, tout le monde retient son souffle plus que 2 heures avant la fin de l'ultimatum lancé par la CEDEAO aux putschistes pour libérer le président Bazoum. La tension est palpable et les pro-putschistes ont dressé le camp sur tous les ronds-points de la capitale en cas d'intervention militaire. Du côté des militaires qui ont pris le pouvoir, même si toutes les dispositions ont été prises contre un potentiel assaut, certains pensent que la CEDEAO optera finalement pour une prolongation de l'ultimatum. Du côté de la population, beaucoup appellent au dialogue et rappellent que la solution militaire provoquerait ici, je cite, un bain de sang. Alors sur le terrain, il devient de plus en plus difficile de travailler face à l'hostilité des sympathisants des putschistes qui condamnent ici la politique étrangère de la France et multiplient les menaces à l'égard des Français. Anne-Fleur Lespio, correspondante de TV5 Monde au Niger. Seydik Abba, on le voit, la France n'est plus en odeur de sainte-née au Niger. 600 expatriés français ont quitté le pays. Les putschistes demandent également le départ de l'armée française. Est-ce la fin de la France au Sahel ? Non, je pense qu'il reste encore des leviers que la France pourrait actionner en raison des liens historiques, des liens culturels, des liens scientifiques. Ce n'est pas la fin de la France, c'est peut-être la fin de la présence militaire française parce que beaucoup pensent qu'elle n'a pas apporté de valeur ajoutée dans la lutte contre le terrorisme ou qu'elle n'a pas répondu aux attentes. Je pense qu'il va falloir que la France repense un peu son intervention, le paradigme de son intervention au Sahel. Elle a déjà commencé à le faire après son départ du Mali. Au Niger, elle expérimente le partenariat de combat avec des unités mixtes franco-nigériennes engagées dans le combat. Et avec le putsch qui vient de se passer, je pense que la France doit réfléchir, doit réévaluer sa présence au Sahel qui pourrait avoir plusieurs formes. Vous savez, la menace terroriste n'est plus simplement au Sahel. Elle est descendue au golfe de Guinée avec des pays comme le Bénin, le Togo qui ont été attaqués. Et la seconde existence de l'intervention militaire française prévoit justement que le parapluie puisse être élargi aux pays du golfe de Guinée et qu'il ait une réponse à la carte selon la demande de chaque pays. Et c'est peut-être plus vers cela qu'on va. Une présence française beaucoup moins visible et sans doute repensée et avec un nouveau paradigme. Dernière question, et si vous pouvez nous donner une réponse rapide, Seydik Abba, comment voyez-vous l'avenir dans cette région du Sahel ? On sait que c'est le 3e coup d'État depuis le début de l'année après le Mali et le Burkina Faso. Non, à mon avis, il faut rapidement changer de paradigme pour intégrer les aspects. L'erreur qui a été commise jusqu'ici, c'est de considérer que le défi sécuritaire au Sahel est une question militaire et sécuritaire. Il faut intégrer la question de développement, la question de la gouvernance, et puis il faut accompagner le renforcement de la démocratie. Les coups d'État ont été provoqués par le dévoiement de la démocratie, par la confiscation des libertés. Il n'y a pas de coup d'État sans condition de coup d'État. Donc il faut travailler en amont pour qu'il n'y ait pas de coup d'État et il faut avoir une approche sécuritaire beaucoup plus efficace que celle qu'on a connue jusqu'ici. Merci beaucoup Seydik Abba d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste du Sahel, également auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous. Et puis, avant de refermer cette page, on apprend que la France suspend au Burkina Faso son aide au développement et son appui budgétaire. Retour en France à présent pour évoquer cet accident de manège qui a coûté la vie à un adolescent de 17 ans. Cela s'est passé la nuit dernière sur le site de Luna Park au Cap d'Agde. Une balançoire géante qui simule un saut à l'élastique aurait cédé. Une jeune fille est également polytraumatisée. Ses jours ne sont plus en danger. 4 hommes sont en garde à vue, dont le gérant du parc. Le récit de Yohan Madek, Valentin Châtelier et Océane Labalette.
Un parc fermé à tous, sauf à la police. Depuis ce matin, les enquêteurs cherchent à comprendre ce qu'il s'est passé. Cette nuit, peu avant 2 heures du matin, un accident se produit sur cette attraction, tuant un adolescent de 17 ans et blessant gravement une jeune femme de 19 ans. Quelques minutes avant le drame, 2 autres vacanciers étaient sur le même manège. Filmés par leurs amis, ils s'élancent à 110 km/h entre les pylônes de l'attraction, malgré le vent irrégulier et les bourrasques. On aurait pu y passer, quoi. Vraiment, là, on était à quelques minutes du drame. Vous n'avez pas senti de choses défectueuses qui pourraient risquer un accident? Ça avait l'air sécure, donc nous on n'a rien senti, pas de choses qui tremblaient, pas de trucs défectueux, donc nous on a juste kiffé. Mais avec le vent, très fort depuis quelques jours, certains s'étaient déjà posé des questions à la descente du manège. C'est le cas de ce groupe d'amis montés sur l'attraction avant-hier. On est allé à plusieurs, il y a eu beaucoup de vent, etc. On sentait que c'était un peu instable, on va dire, mais on s'est dit c'est un parc d'attractions, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. On est vraiment suspendu à un fil, donc quand la nacelle, quand il y a des bourrasques de vent, on est raccroché à rien à part à notre poids en fait. Le vent pourrait-il être la cause de l'accident? C'est en tout cas l'une des pistes explorées par le procureur en charge de l'enquête. Se pose d'ores et déjà la question des conditions d'utilisation de cette attraction par grand vent. Selon la direction, le parc reste fermé ce soir par respect pour les victimes. Et l'attraction a été placée sous scellé judiciaire et fermée le temps de l'enquête. À noter que des accidents ont déjà eu lieu dans ce parc d'attractions du Cap d'Agde. Et justement, une question se pose ce soir. Qu'en est-il de la sécurité autour de ces attractions, des contrôles, mais aussi de leur fréquence? On voit ça avec vous, Aurélie Schiller. Depuis 2008, le contrôle des manèges est strictement encadré par la loi. Les inspections sont réalisées par des organismes de contrôle agréés par l'État. Le contrôle technique initial, tout d'abord, il est obligatoire avant la mise en service d'un matériel neuf, d'occasion ou encore modifié. Une fois la mise en service de ces manèges, la fréquence de vérification dépend des types de matériel. Pour les manèges itinérants, démontables et mobiles, les appareils de catégorie 1 et 2 à sensation forte doivent être contrôlés, à 1 et 2 à sensation limitée ou pour les enfants, eux, ils doivent être contrôlés tous les 3 ans. C'est 1 an pour les manèges de catégorie 3 et 4, les manèges à sensation forte. Concernant les manèges liés au sol en permanence, les attractions de catégorie 1 pour les enfants non accompagnés de moins d'1,40 m, ces attractions doivent être contrôlées tous les 3 ans. C'est tous les 2 ans pour les attractions de catégorie 2 et tous les ans pour les attractions les plus dangereuses de catégorie 3. En dehors de ces contrôles, les exploitants doivent réaliser l'inspection de leur matériel tous les jours. Le moindre incident doit être recensé et en cas de problème, l'exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre ce problème. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces explications. Et puis, autre accident mortel cette nuit à Limoges. 2 jeunes de 17 et 23 ans sont décédés après que leur scooter ait percuté un véhicule. Ils auraient grillé un feu rouge en tentant d'échapper à un contrôle routier. 2 enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer, l'autre pour homicide involontaire. Le sud-est du pays, toujours sous haute surveillance pour risque incendie. Les Bouches-du-Rhône restent d'ailleurs en alerte rouge demain, et ce pour la 4e journée consécutive. 20 massifs forestiers seront fermés aux randonneurs. Et preuve que le risque incendie est bien réel. Un feu s'est déclaré justement dans les Bouches-du-Rhône cet après-midi sur le plateau de l'Arbois. Grâce aux importants moyens déployés, le feu a été rapidement neutralisé. Mais la végétation n'a pas été épargnée. Voyez le reportage de Christelle Méral et Alexandre Lepinet. On continue avec le reste de l'actualité. Il est accusé de négligence. L'hôpital de Remiremont dans les Vosges au cœur de plusieurs enquêtes après les décès suspects de certains patients. Au total, 12 plaintes visent l'établissement. Parmi elles, 9 pour homicide involontaire. La dernière en date concerne une patiente admise pour 2 côtes cassées et qui est finalement décédée après une contamination. Justine Wild avec Anna Strobel. Juin 2021. Une femme de 82 ans est prise en charge dans cet hôpital de proximité dans les Vosges. Initialement admise pour 2 côtes cassées, elle décède 3 semaines plus tard d'une infection généralisée. Son fils, qui souhaite garder l'anonymat,
raconte qu'il était au chevet de sa mère quelques heures avant le drame. Ma maman faisait des bonds dans son lit, elle hurlait. Le médecin, lui, m'a dit que c'était l'effet des médicaments, mais qu'il n'y avait rien de grave, que ma maman était sur la bonne voie de guérison, qu'on envisageait même une sortie. J'ai fait confiance à un médecin, et donc je suis remonté prendre une douche, et à 19h15, ce téléphone a sonné en me disant que ma maman était décédée. Ma question, c'est pourquoi ? Aujourd'hui, l'homme décide de saisir la justice pour comprendre ce qu'il s'est passé. Depuis un peu plus d'un an, c'est la 8e plainte déposée pour homicide involontaire contre l'établissement. Selon l'avocate des familles, un point commun dans toutes ces affaires, le manque d'informations fournies par l'hôpital. Ce qui réunit tous les dossiers que j'ai aujourd'hui, c'est que les victimes, les ayants droit des patients décédés, n'auraient jamais franchi la porte d'un cabinet d'avocats s'ils avaient eu les réponses à leurs questions. Encore une fois, question légitime, sur comment l'enchaînement s'est fait, quel protocole a été administré, comment on a véritablement pris en charge les patients ou les patientes décédées. En 2018, déjà, une autre patiente décède brusquement après une inflammation du pancréas. Son mari et sa fille n'auraient reçu aucune précision supplémentaire. On n'a pas d'heure de la mort, on n'a rien. Il y a écrit qu'est-ce qui s'est passé, point d'interrogation, circonstances de la mort, point d'interrogation. On nous a remis le dossier comme ça. L'Agence régionale de santé du Grand Est affirme ce soir qu'une inspection a été diligentée et que ses conclusions seront transmises au procureur à l'automne. Après 40 jours d'absence en kiosque, le journal du dimanche était de retour aujourd'hui avec de nouvelles signatures puisque la plupart des journalistes sont toujours en grève. Ils n'acceptent pas l'arrivée à leur tête de Geoffroy Lejeune, marqué à l'extrême droite. Et pour son premier JDD, il a donné le ton en consacrant sa une à l'insécurité avec un premier couac. La photo qui illustre le reportage n'est pas la bonne. Et puis une première polémique, l'interview accordée au journal par la nouvelle secrétaire d'État à la ville, Sabrina Agresti-Roubache, accusée par plusieurs élus de gauche de faire le jeu de l'extrême droite. La guerre en Ukraine, avec un conflit toujours aussi intense, les deux camps se rendent coup pour coup, avec depuis le début de l'été une arme devenue incontournable, les drones kamikazes, capables de dégâts importants. Pour la première fois, notre équipe a pu assister à la préparation et à l'utilisation de ces drones par l'armée ukrainienne. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux Anaïs Sanquet, Valérie Lucas et Patrick Miette. Eugène Korginov nous emmène près de Bakhmout pour voir ses hommes. Des pilotes de drones en charge de repérer et faire reculer les Russes. Il faut rouler vite pour ne pas se faire repérer. Drone operators are the target number one. And if they find us, the enemy shells us each time. À notre arrivée, Bordan, jeune soldat, est en train de repérer une